Dans l'histoire, de nombreuses personnes sont nées avec des titres de noblesse et le droit de commander des sujets et des armées. Mais peu d'entre eux ont atteint une véritable grandeur, devenant des légendes dont les noms se sont perpétués au fil des siècles. Napoléon Bonaparte était l'un des hommes les plus puissants du monde. Il avait une personnalité complexe et une volonté extraordinaire. Il voulait conquérir un riche empire et faire de la France le pays le plus important du monde. Bien que Napoléon soit un personnage extrêmement important de l'histoire de France, sa famille est d'origine italienne. Son père s'appelait Carlo Maria Buonaparte et descendait d'une lignée noble qui vivait dans la région de Toscane, en Italie. Sa mère, Maria Letizia Ramolino, était une femme austère et courageuse qui ne s'est mariée qu'à l'âge de 14 ans. Elle eut une nombreuse descendance de 12 enfants, jouant un rôle influent dans l'éducation et l'instruction de Napoléon. Baptisé Napoleone di Buonaparte, naquit le 15 août 1769 dans la ville d'Ajaccio, en Corse, une île qui appartenait à l'Italie, mais qui fut annexée par la France en 1768. À l'âge de 9 ans, sa famille l'envoie sur le continent français, où Napoléon commence ses études dans une école religieuse. Peu de temps après, il est transféré, grâce à une bourse, à l'école militaire de Brienne-le-Château. Pendant une grande partie de sa jeunesse, Napoléon subit les moqueries de ses pairs en raison de son lieu de naissance, de sa petite taille, de ses manières et de son français teinté de l'accent corse typique. Mais la petite taille de Napoléon est une légende. Cette renommée fut créée par des propagandistes anglais qui voulaient démoraliser l'image de Napoléon lors de son ascension au pouvoir. Si dans sa jeunesse il était considéré comme petit pour son âge, à l'âge adulte, Napoléon mesurait environ 1,69 mètres, une taille considérée comme normale selon les normes de l'époque. Napoléon termina ses études à la célèbre école militaire de Paris, devenant officier d'artillerie et le premier élève corse à réussir cet exploit. Avec la Révolution française de 1789, les tensions entre la France et la Corse se sont considérablement accrues et Napoléon est rapidement retourné dans sa ville natale. À l'âge de 23 ans, Napoléon participa à des soulèvements militaires, se montrant un fervent nationaliste corse et défendant les idéaux d'indépendance de sa patrie. Son principal mentor est le patriote Pasquale Paoli. Les relations entre Napoléon et Paoli étaient difficiles car ce dernier considérait le défunt père de Napoléon comme un traître ayant abandonné la cause de l'indépendance de la Corse. Les divergences politiques entre les deux hommes étaient de plus en plus prononcées, Napoléon se rapprochant de plus en plus des idéaux révolutionnaires français. En raison de cet éloignement, Napoléon fut gêné lors d'une attaque française qui réussit à envahir la Sardaigne en 1792. Il reçut des ordres confus pendant la bataille, fut contraint de battre en retraite et d'abandonner ses précieux canons sur le champ de bataille. Les ordres émanaient d'un officier choisi par Paoli. La famille de Napoléon fit l'objet de persécutions politiques en Corse qui se traduisirent par un attentat contre la maison de Buonaparte détruite par des incendiaires. Napoléon et ses proches quittèrent la Corse pour la France continentale, où ils s'installèrent à Toulon. Cet épisode blessa profondément Napoléon, qui commença à en vouloir à la Corse et à ses habitants. C'est aussi ce qui le poussa à changer définitivement son nom de baptême à l'âge de 27 ans, en remplaçant Napoleone di Buonaparte par la version française du nom, le célèbre Napoléon Bonaparte. Vers 1792, la France se trouva dans une situation très délicate. Plusieurs puissances européennes telles que le Royaume-Uni, l'Autriche, la Prusse et l'Italie étaient en guerre contre la France. Parallèlement, la Révolution française est en train de déstabiliser l'ensemble de la structure monarchique qui gouverne le pays. Au fur et à mesure que la Révolution française prend de nouveaux accents politiques, la guerre civile s'étend à toute la France, avec des factions politiques rivales. Dans ce chaos, Napoléon participe à une action militaire aux côtés du gouvernement, en s'attaquant à des villes rebelles dans le sud de la France. En 1793, Napoléon publia un pamphlet pro-républicain, défendant les idéaux de la Révolution. Les mots forts de Napoléon finissent par attirer l'attention de Maximilien Robespierre, le principal dirigeant du parti jacobin. Robespierre est célèbre pour avoir été l'un des dirigeants les plus emblématiques et les plus controversés de l'histoire. Ses idéaux d'égalité, de liberté et de fraternité contrastent fortement avec le régime de terreur qu'il instaura en France. Son radicalisme encourageait les actions antidémocratiques, les persécutions et les assassinats d'opposants. Le rapprochement avec Robespierre fut très bénéfique à Napoléon,
qui s'intégra à la politique française, acquérant de plus en plus d'influence dans les affaires de l'État. Lors du siège de Toulon en 1793, Napoléon fut nommé commandant de l'artillerie des forces républicaines. Son rôle fut extrêmement important au cours du conflit, car il conçut un plan pour s'emparer d'une colline où les canons républicains pourraient dominer le port de la ville, forçant les navires britanniques et espagnols à battre en retraite. La victoire contre les troupes anglo-espagnoles ainsi que la prise de Toulon valurent à Napoléon d'être nommé général de brigade à l'âge de 24 ans. Quelques mois plus tard, Napoléon fut envoyé pour commander les troupes à la frontière avec l'Italie pendant la guerre de la Première Coalition. Napoléon établit le plan d'attaque du royaume de Sardaigne et mena l'armée française à la victoire lors de la bataille de Saorge en avril 1794. Napoléon et ses troupes menèrent d'autres batailles dans les Alpes-Maritimes, soumettant d'autres villes et villages ennemis. Mais un coup du sort prit Napoléon par surprise, car le chef jacobin Robespierre fut arrêté pour ses abus de pouvoir. Il fut guillotiné en public le 28 juillet 1794. La mort de Robespierre et l'avènement d'un nouveau gouvernement déclenchèrent des persécutions politiques en France. Napoléon fit l'objet d'une enquête pour son association avec les Jacobins. Il fut assigné à résidence à Nice, sur la côte sud-est de la France. Pour sortir de cette situation, Napoléon écrivit une lettre dans laquelle il défendait la légitimité de ses actions et ses bonnes intentions pour l'avenir de la France. Il fut acquitté de tous les chefs d'accusation et libéré le 20 août 1794. En 1795, la vie de Napoléon subit plusieurs changements. Il se fiance avec la jeune Désirée Clary, une passion qui lui inspire une nouvelle romantique, intitulée Clisson et Eugénie, qui raconte l'histoire d'un soldat et de sa maîtresse dans un parallèle évident entre Napoléon et Désirée. Mais si sa vie amoureuse se déroule bien, il n'en va pas de même pour sa carrière militaire. Le 15 septembre, Napoléon est démis de ses fonctions de général. Sa solde est suspendue pour avoir refusé de servir dans la campagne de Vendée. Il se trouve dans une situation financière difficile et ses perspectives de carrière s'amenuisent. Napoléon retrouva une partie de son statut social le 3 octobre lorsque les monarchistes de Paris se révoltèrent contre la Convention nationale. Napoléon fut chargé de commander les forces chargées de défendre le palais des Tuileries, tâche dont il s'acquitta avec une grande efficacité. Le succès de Napoléon lui apporta soudain la gloire, la richesse et le patronage du nouveau gouvernement. La nouvelle ascension de Napoléon fut également marquée par une nouvelle romance avec la belle Joséphine de Beauharnais. Napoléon tomba éperdument amoureux de Joséphine, mettant fin par lettre à sa relation avec Désirée. Le mariage de Napoléon et Joséphine eut lieu le 9 mars 1796. 2 jours seulement après le mariage, Napoléon partit pour une nouvelle campagne militaire en Italie. Très superstitieux, Napoléon croyait être guidé par une bonne étoile qui brillait spécialement pour lui dans le ciel et qui se manifestait dans sa vie par l'intermédiaire de sa femme Joséphine. Les croyances de Napoléon le rendirent de plus en plus confiant et intrépide, faisant rapidement avancer ses troupes sur le sol italien, remportant de nombreuses victoires consécutives. En 2 semaines, le royaume de Sardaigne fut soumis et le nord de l'Italie passa sous domination française. Les Autrichiens demeuraient sur le chemin de Napoléon, mais même les nombreuses armées du Saint-Empire romain germanique ne parvinrent pas à arrêter les Français. Au cours de cette période, Napoléon commença à jouir d'une renommée internationale. Son nom est exalté dans toute la France. Les chefs militaires des autres pays craignaient son ascension rapide, mais même Napoléon Bonaparte n'aurait pas pu imaginer l'ampleur que prendrait son histoire. Les victoires de Napoléon Bonaparte dans ses campagnes italiennes ont considérablement accru le prestige du jeune général français. Il collectionna de nombreuses œuvres d'art d'origine italienne en saccageant les maisons de plusieurs familles nobles. Pendant son séjour en Italie, Napoléon en vint à admirer les sculptures et l'architecture italienne. Il envoya en France des statues, des tapisseries et des peintures, preuve de ses exploits militaires. Certaines pièces furent confisquées par Napoléon lui-même, qui envoya même des vêtements et des bijoux de valeur à sa bien-aimée Joséphine. Le passionné Napoléon pensait toujours à sa Joséphine. Il envoyait constamment des lettres romantiques, dont le contenu faisait soupirer même les plus nobles dames de la cour de France. Dans un extrait d'une de ces lettres, Napoléon écrivit à Joséphine « Vous, à qui la nature a donné l'esprit, la douceur et la beauté, êtes la seule qui puisse émouvoir et gouverner mon cœur. Vous savez bien l'empire absolu que vous exercez sur lui. » Mais à la grande mortification de Napoléon, Joséphine répondait rarement à ses lettres. Et lorsqu'elle le faisait, elle était sèche et presque toujours distante. Pour compliquer encore les choses, Joséphine entretenait une relation extra-conjugale avec un jeune lieutenant de hussards.
Napoléon était toujours en Italie lorsqu'il apprit l'infidélité de sa femme. Il était tellement furieux qu'il a failli abandonner sa campagne militaire pour rentrer en France. Après cet épisode, Napoléon cessa de déclarer son amour à Joséphine. Au fil des ans, il connut plusieurs maîtresses. Sous le commandement de Napoléon, les Français remportèrent une victoire décisive à la bataille de Rivoli en janvier 1797. Les Autrichiens y perdirent environ 14 000 hommes et, à cause de cette défaite, furent chassés du territoire italien. Cette année-là, Napoléon et ses troupes se rendirent au sud de l'Allemagne pour attaquer le cœur de l'Empire autrichien. La tactique de Napoléon se révéla une fois de plus supérieure, ce qui lui permit de remporter une série de victoires sur les troupes autrichiennes. Après avoir perdu la bataille de Tarvis en mars 1797, les Autrichiens se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas contenir l'avancée de Napoléon. Ce dernier n'était plus qu'à 100 km de la ville de Vienne. N'ayant pas d'autre choix, les Autrichiens demandèrent une trêve dans le cadre d'un traité de paix. Dans certaines de ses conversations et interviews ultérieures, Napoléon exprima son admiration pour les grands généraux du passé, tels qu'Hannibal Barca et Jules César. Alexandre le Grand était son préféré, adaptant même la tactique du général macédonien à ses troupes d'artillerie. L'une des stratégies préférées de Napoléon était le mouvement classique en tenaille, consistant à engager et à encercler les troupes ennemies, tout en déplaçant ses pièces d'artillerie pour soutenir l'infanterie. À son retour en France, Napoléon fut chargé de planifier l'invasion de la Grande-Bretagne. Cependant, il considéra que cette approche était trop risquée, car les défenses côtières et la marine britannique auraient dévasté les forces françaises. Après 2 mois de discussion et de planification, Napoléon convainc les autres dirigeants français d'abandonner l'invasion de la Grande-Bretagne. En revanche, il élabore de nouveaux plans pour dominer l'Égypte. L'expédition militaire de Napoléon en Égypte visait principalement à empêcher les Britanniques d'accéder aux routes commerciales de l'Inde, leur enlevant ainsi une source précieuse de produits et de ressources. Pour rétablir des relations solides au Moyen-Orient, Napoléon souhaitait s'allier à Tipou, le sultan de Mysore, ennemi des Britanniques. Il souhaitait également nouer des relations avec les princes indiens et s'attaquer avec eux aux Britanniques qui opprimaient depuis longtemps le peuple indien. Avant de partir pour l'Égypte, Napoléon fut élu membre de l'Académie des sciences de France. Il s'entoura d'une équipe de 167 scientifiques, dont des mathématiciens, des naturalistes et des chimistes. Ils voyagèrent avec les troupes pour mener des expériences et collecter des objets historiques. Parmi les découvertes faites par les chercheurs français figure la fameuse pierre de Rosette, une importante stèle contenant 3 versions d'un décret émis à Memphis sous la dynastie ptolémaïque. Les études réalisées avec la pierre de Rosette furent cruciales pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, ce qui permit d'approfondir les études et de comprendre la vie, les croyances et les coutumes de l'Égypte ancienne. En route pour l'Égypte, Napoléon arriva sur l'île de Malte le 9 juin 1798. Malte était contrôlée par l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers, une importante organisation qui avait participé à plusieurs guerres au cours du Moyen-Âge et jouissait d'un grand prestige en Europe. Cela n'a pas empêché Napoléon d'exiger la soumission du territoire. Après une résistance symbolique du grand maître Ferdinand von Hompesch, les chevaliers se rendirent et Napoléon s'empara d'une importante base navale, ne perdant que 3 hommes. Le 1er juillet, Napoléon débarqua à Alexandrie. Quelques jours plus tard, la bataille de Choubrakit eut lieu le 13 juillet contre l'armée ottomane, composée de la cavalerie mamelouk, la caste militaire dominante en Égypte. Napoléon remporta cette bataille en établissant des carrés d'infanterie, une tactique qui bloquait l'avancée de la cavalerie ennemie. Les soldats français peuvent tirer leurs mousquets dans différentes directions et soutenir les unités voisines. Le 21 juillet, la célèbre bataille des Pyramides se déroula à seulement 24 km des pyramides de Gizeh, à la périphérie du Caire. La bataille fut désastreuse pour les Mamelouks, qui perdirent environ 2000 guerriers. En revanche, Napoléon ne déplora que 29 morts et 260 blessés dans les troupes françaises. Cette victoire remonta le moral de l'armée française. Mais l'expédition de Napoléon ne resta pas longtemps intacte. Le 1er août, la Royal Navy britannique et la marine de la République française se livrèrent une bataille navale dévastatrice dans la baie d'Aboukir, sur la côte méditerranéenne du Nil. La bataille du Nil fut considérée comme sans doute l'affrontement naval le plus décisif de la grande époque de la voile et le succès le plus splendide et le plus glorieux de la marine britannique. Les Britanniques s'en souviennent à travers diverses représentations, dont de nombreux dessins, peintures, poèmes et pièces de théâtre. Même après cette défaite, Napoléon ne quitta pas l'Égypte.
Au début de l'année 1799, il ordonna à une armée d'avancer dans la province ottomane de Damas, en Syrie. À la tête de 13 000 soldats français, Napoléon conquit les villes côtières d'Arish, de Gaza, de Jaffa et de Haïfa. Dans ces conquêtes, la personnalité brutale de Napoléon apparut, notamment lors de l'attaque de Jaffa. Il ordonna l'exécution d'une garnison de 1400 prisonniers à la baïonnette ou par noyade afin d'économiser des balles. Après une attaque infructueuse de la forteresse d'Acre, Napoléon ramena ses troupes en Égypte. Mais au fil des jours, il devint de plus en plus impatient et impitoyable, car de nombreux soldats de son armée souffraient d'une épidémie de peste bubonique. Mécontent de la lenteur de la marche, Napoléon ordonna que les soldats atteints de la peste soient empoisonnés à l'opium. Le nombre de morts demeure un mystère. 580 personnes auraient perdu la vie. Alors qu'il se battait en Égypte, Napoléon apprit que la France avait subi plusieurs défaites face à une nouvelle coalition de pays européens menée par la Grande-Bretagne et le Saint-Empire romain germanique. Cette nouvelle vague de bataille est connue sous le nom de guerre de la Deuxième Coalition. Le 24 août 1799, Napoléon profita du départ temporaire des navires britanniques des ports côtiers français et se dirigea vers la France, bien qu'il n'ait reçu aucun ordre explicite de Paris. Son armée resta en Égypte sous le commandement de Jean-Baptiste Kléber. Napoléon arriva à Paris en octobre de la même année et trouva une situation difficile. La République était en faillite et les dirigeants du régime connu sous le nom de Directoire étaient considérés comme inefficaces et impopulaires par la population française. Napoléon comprit qu'il devait prendre une décision audacieuse qui pourrait mettre en péril sa carrière et changerait à jamais l'histoire de sa vie. Le retour de Napoléon réveilla la population française, profondément mécontente du régime dictatorial du Directoire. Ce nom provient du pouvoir exécutif exercé par 5 membres connus sous le nom de directeurs. Bien qu'il eût subi quelques défaites en Égypte, Napoléon revint en héros et fut acclamé par le peuple. Le Directoire s'inquiéta et accusa même Napoléon de désertion pour avoir quitté l'Égypte sans en avoir reçu l'ordre officiel. Ces accusations restèrent toutefois sans effet en raison du manque de soutien de la part des hommes politiques opposés au Directoire. Napoléon forma une alliance avec Lucien, son frère cadet et président du Conseil des 500, ainsi qu'avec le directeur Emmanuel Joseph Sieyès et d'autres alliés. Ils renversèrent le Directoire par un coup d'État le 9 novembre 1799, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire. Cet événement est également considéré par certains historiens comme la fin officielle de la Révolution française. Napoléon et ses alliés formèrent un nouveau régime politique appelé le Consulat, où Napoléon fut élu au poste de premier consul, obtenant des pouvoirs semblables à ceux d'un dictateur et contrôlant les affaires les plus importantes de la France. Soucieux de légitimer son pouvoir, Napoléon établit la Constitution de l'an 8 et se fait élire premier consul, choisissant le palais des Tuileries comme résidence. La Constitution fut approuvée lors d'un plébiscite frauduleux, avec 99% de votes favorables. Pendant le séjour de Napoléon en Égypte, la France perdit presque tous les territoires qu'elle avait conquis lors de la guerre de la Première Coalition. Pour renverser la situation, Napoléon repartit vers le nord de l'Italie où il affronta les armées autrichiennes. Inspiré par la tactique du célèbre général Hannibal Barca, Napoléon surprit ses ennemis en traversant les Alpes suisses et en rejoignant l'Italie par un chemin inattendu. Après une traversée difficile, l'armée française entra dans les plaines du nord de l'Italie sans rencontrer de résistance de la part des forces ennemies. Le 14 juin 1800 eut lieu la bataille de Marengo. Napoléon dirigeait 24 000 soldats contre 30 000 Autrichiens. Les forces autrichiennes avaient un avantage apparent, mais les lignes françaises ne se brisèrent jamais dans leur retraite tactique. Napoléon chevauchait constamment au milieu des troupes, les exhortant à résister et à se battre. Vers la fin de la journée, les Français réussirent à vaincre l'attaque surprise du général Michael von Mélas et à chasser les Autrichiens d'Italie. En l'espace d'un mois, Napoléon força les Autrichiens à signer un nouveau traité de paix, consolidant ainsi sa position politique à Paris en tant que premier consul de France. La nouvelle position de Napoléon lui valut une nouvelle vague d'ennemis dangereux, parmi lesquels des opposants appartenant au parti monarchiste et des extrémistes jacobins, qui en vinrent à craindre l'homme dont l'ambition semblait sans limite. On rapporte que Napoléon subit plusieurs tentatives d'assassinat. La plus célèbre eut lieu à Paris dans la nuit du 24 décembre 1800. Napoléon était en route vers l'opéra pour assister à l'oratorio de Joseph Haydn lorsqu'un carrosse explosa dans la rue juste au moment où il passait. Napoléon s'en sortit indemne, bien que l'explosion ait tué une douzaine de spectateurs.
Une quarantaine de personnes furent blessées et plusieurs bâtiments furent endommagés ou détruits. Les enquêtes de police permirent de retrouver les responsables de la fabrication de la bombe qui furent exécutés le 20 avril 1801. Après une décennie de guerres incessantes, la France et la Grande-Bretagne signèrent le traité d'Amiens en mars 1802, mettant fin aux guerres révolutionnaires. L'Europe étant en paix et l'économie se redressant, la popularité de Napoléon atteignit son plus haut niveau et il fut reconnu dans son pays et à l'étranger. En janvier 1804, la police française découvrit un nouveau complot d'assassinat contre Napoléon, auquel participait la famille des Bourbons, les anciens souverains de France. En représailles, Napoléon ordonna l'enlèvement de Louis-Antoine de Bourbon, le duc d'Enghien. Le duc fut rapidement exécuté à l'issue d'un procès militaire secret, ce qui provoqua la colère des cours royales de toute l'Europe. C'est l'un des facteurs politiques qui contribuèrent au déclenchement des guerres napoléoniennes. Napoléon utilisa ce nouveau complot d'assassinat pour justifier la création d'un régime impérial basé sur l'ancien modèle romain. Il établit ainsi un système héréditaire pour la famille Bonaparte qui a le droit de gouverner la France et les autres territoires conquis. Toujours en 1804, Napoléon fut élu empereur des Français par plus de 99 des voix, avec près de 3,6 millions de votants. Cette dévotion de la population française à l'égard de Napoléon est considérée comme un événement rare dans l'histoire de l'humanité. Le couronnement de Napoléon, officialisé par le pape Pie VII, eut lieu le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon entra dans la cérémonie en portant la couronne de laurier d'or et la garda sur la tête pendant toute la durée de la cérémonie, honorant ainsi les coutumes de l'ancien empire romain. Une deuxième couronne, réplique de celle de Charlemagne, fut apportée pour la cérémonie. Elle fut symboliquement élevée au-dessus de la tête de Napoléon, mais placée sur la tête de son épouse Joséphine, faisant d'elle l'impératrice de toute la France. L'année suivante, Napoléon fut également couronné roi d'Italie, avec la couronne de fer de Lombardie dans la cathédrale de Milan, le 26 mai 1805. Parmi ses généraux, il choisit 18 maréchaux impériaux pour s'assurer de la fidélité de l'armée française. Mais la période de paix prit fin en Europe. L'Angleterre rompit le traité de paix et s'allia au Saint-Empire romain germanique, à la Russie, à la Suède et à l'Autriche, déclenchant ainsi la guerre de la Troisième Coalition. Napoléon savait que la flotte française ne pourrait pas vaincre la Royal Navy britannique dans une bataille directe. Il prévoyait donc de l'attirer loin de la Manche. Ce plan échoua après la victoire britannique à la bataille du Cap Finistère en juillet 1805, où la marine française fut à nouveau déchirée par les navires britanniques. Conscient qu'il aurait des problèmes si les Autrichiens recevaient des renforts des armées russes, Napoléon déplaça son armée vers le sud de l'Allemagne. La bataille d'Ulm a lieu entre le 16 et le 19 octobre 1805. La bataille d'Ulm est généralement considérée comme un chef-d'œuvre stratégique. Napoléon organisa ses troupes pour flanquer et encercler les positions ennemies, forçant le général autrichien Karl Mack à se rendre et capturant un total de 60 000 hommes. Les performances exemplaires des Français dans les batailles terrestres ne furent pas partagées par l'escadre navale française, qui subit une défaite cuisante à la bataille de Trafalgar le 21 octobre face à la Royal Navy britannique. Ce fut la dernière fois que la Royal Navy fut sérieusement défiée par une flotte française au cours des guerres napoléoniennes. Après la campagne d'Ulm, les forces françaises prirent Vienne en novembre. La chute de Vienne fournit aux Français une énorme récompense, avec la capture de 100 000 mousquets, 500 canons et les ponts intacts sur le Danube. Le 2 décembre, la bataille d'Austerlitz se déroula en Moravie. Cette bataille est souvent considérée comme un exemple tactique à suivre, compte tenu de l'exécution quasi parfaite d'un plan calibré, mais toujours dangereux, au même titre que la bataille de Cannes, livrée par Hannibal Barca contre Rome quelques 2000 ans plus tôt. Le désastre des Alliés à Austerlitz ébranla considérablement la foi de l'empereur François II du Saint-Empire romain germanique. La France et l'Autriche acceptèrent à nouveau de signer un armistice entre les deux puissances. Napoléon déclara même « La bataille d'Austerlitz est la meilleure de toutes celles auxquelles j'ai participé ». Après Austerlitz, Napoléon divisa les États allemands conquis et créa la Confédération du Rhin, mettant ainsi fin au Saint-Empire romain germanique. Cette réorganisation territoriale finit par inquiéter le royaume de Prusse, qui se sentit menacé par l'avancée constante des Français. Le roi Frédéric Guillaume III de Prusse finit par céder aux appels de sa femme et de ses ministres et conclut de nouvelles alliances avec la Russie, la Saxe, la Suède et la Grande-Bretagne. La guerre de la 4e coalition contre Napoléon débuta.
Napoléon envahit la Prusse avec 180 000 soldats marchant rapidement sur la rive droite de la Saale lors des batailles d'Iéna et d'Auerstedt le 14 octobre. Les Français vainquirent rapidement les Prussiens qui subirent de lourdes pertes. Plusieurs commandants ennemis sont tués ou désarçonnés. Cette victoire fut particulièrement profitable à l'armée napoléonienne. En un mois, les Français réussissent à s'emparer de plus de 2000 canons et de centaines de wagons de munitions. Napoléon et ses troupes prirent ensuite la ville de Berlin, capitale du roi de Prusse. Un énorme pillage eut lieu dans la ville et la Prusse devint un état client de la France, contraint de payer d'importantes indemnités. Lors de son séjour dans la ville, Napoléon se rendit sur la tombe de Frédéric le Grand, ancien roi de Prusse. Il aurait dit à ses maréchaux « Chapeau, messieurs, s'il était vivant, nous ne serions pas ici aujourd'hui ». En 1806, Napoléon chercha à nouer de nouvelles alliances au Moyen-Orient. L'empereur ottoman Sélim III reconnut Napoléon comme un allié, de même que le roi Ali Shah Qajar de l'Empire perse. Mais Napoléon ne réussit pas à former des alliances efficaces en raison de l'intervention de la Grande-Bretagne et de la Russie qui déclarèrent la guerre à l'Empire ottoman. Napoléon était désormais une légende vivante. Rares sont ceux qui oseraient contester sa position d'empereur ou de général sur le champ de bataille. Mais son avenir sera fait de rebondissements et de grands moments. Napoléon avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait quitté la Corse dans sa jeunesse, affrontant des batailles mémorables dans de nombreux contextes différents, défiant des rois et des généraux et remportant de nombreuses victoires. Napoléon était désormais empereur de France. Au début du 19e siècle, il contrôlait donc une grande partie de l'Europe continentale. À son apogée, le célèbre premier empire français comptait 130 départements et gouvernait plus de 44 millions de sujets, avec une énorme présence militaire en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Prusse. La France devint une puissance militaire enviable, mais il restait des ennemis capables de remettre en cause sa souveraineté. Parmi eux, la Grande-Bretagne et le gigantesque empire russe, qui ne cessait d'envoyer des armées en Allemagne et en Prusse afin de susciter des révoltes parmi les populations locales et de chasser les Français de la région. Le 21 novembre 1806, Napoléon publia le décret de Berlin, interdisant aux nations européennes de commercer avec la Grande-Bretagne. L'objectif était d'endommager les caisses de la Grande-Bretagne et d'affaiblir son économie en créant ce que l'on appelle le système continental. Mais le décret fut mal accueilli par les nations européennes dominées par les Français. La contrebande de marchandises se développa de manière exponentielle, causant plus de problèmes économiques à la France qu'à l'Angleterre. En février 1807, la bataille d'Eylau, sanglante et peu concluante, se déroula dans la région de Prusse orientale, où la grande armée de Napoléon affronta l'armée impériale russe commandée par le général d'origine allemande Levin von Benningsen. Au début de la bataille, une attaque frontale de Napoléon échoua, entraînant des pertes catastrophiques. Pour renverser la situation, l'empereur lança une charge massive de cavalerie contre les Russes. Cela donna au flanc droit français suffisamment de temps pour s'organiser et contre-attaquer ses ennemis. Les Français forcèrent les Russes à battre en retraite à l'issue d'un combat nocturne. Mais le nombre de morts dans les deux camps fut élevé et le mythe de l'invincibilité de Napoléon fut fortement ébranlé. Selon les estimations des historiens allemands, les Français subirent plus de 29 000 pertes, tués ou gravement blessés. La revanche française interviendra quelques mois plus tard, le 14 juin, lors de la célèbre bataille de Friedland. Napoléon affronta à nouveau le général Benningsen, mais cette fois, les Français étaient préparés. Avec une supériorité numérique et face à la vulnérabilité des Russes qui tournaient le dos à la rivière Halle, Napoléon en conclut que le moment était venu et ordonna une attaque massive contre le flanc gauche des Russes. L'attaque française repoussa l'armée russe, la pressant contre la rivière. Incapables de résister à la pression, les Russes brisèrent leur formation et commencèrent à fuir en descendant la rivière. Beaucoup se noyèrent. L'armée russe subit de terribles pertes à Friedland, perdant plus de 40% de ses soldats sur le champ de bataille. La victoire écrasante de Napoléon suffit à conclure la guerre de la 4e coalition. L'empereur Alexandre Ier de Russie chercha à négocier la paix et rejoignit le système continental contre la Grande-Bretagne. Les traités de Tilsit virent le jour. Le premier fut signé par Napoléon et Alexandre Ier lors d'une rencontre sur un radeau au milieu du fleuve Niémen. La première chose qu'Alexandre dit à Napoléon fut « Je déteste les Anglais autant que vous ». Il voulait probablement renforcer ses liens avec l'empereur français.
Le second traité fut signé avec la Prusse le 9 juillet. Les terres perdues par la Prusse furent converties en un nouveau royaume de Westphalie dirigé par Jérôme, le frère de Napoléon. L'humiliation infligée à la Prusse à Tilsit nourrit un antagonisme profond et amer qui grandit au fur et à mesure que l'ère napoléonienne progressait. Napoléon poursuivit ses efforts pour empêcher les pays du continent européen de commercer avec la Grande-Bretagne. Mais le royaume du Portugal, dirigé par le roi Jean VI, défia les ordres français en reprenant ses relations diplomatiques et commerciales avec les Britanniques. Pour le punir, Napoléon envoya 24 000 soldats français envahir le Portugal sous le commandement du général Jean-Adolphe Junot. Les Français furent aidés par les Espagnols, qui cherchaient depuis longtemps un prétexte pour rentrer en guerre contre les Portugais. Pour échapper aux Français, Jean VI, accompagné de toute la famille royale et d'une importante suite de nobles, s'embarqua pour le Brésil, abandonnant le peuple portugais à son sort. Pour s'expliquer, João fit placarder dans les rues des affiches indiquant que son départ était inéluctable, recommandant à tous de rester calmes et ordonnés et de ne pas résister à l'envahisseur. Une fois le Portugal sécurisé, Napoléon se concentra sur le royaume d'Espagne, qui était déjà son allié, mais qui manifestait l'ambition d'étendre son influence et pouvait constituer une menace à l'avenir. En 1808, la France napoléonienne occupa l'Espagne et Napoléon plaça son frère aîné Joseph Bonaparte sur le trône d'Espagne. Le peuple espagnol refusa de se soumettre pacifiquement à l'occupation française, ce qui marqua le début de la guerre péninsulaire, qui dura 6 ans et affecta considérablement les armées françaises. Les défaites françaises à la bataille de Bailén et à la bataille de Vimiero obligèrent Napoléon à intervenir personnellement dans les combats. Sous le commandement de l'empereur, l'armée française infligea plusieurs défaites cuisantes aux forces espagnoles. Le 4 décembre 1808, Napoléon fit entrer ses 80 000 soldats dans la ville de Madrid. Les Britanniques, qui soutenaient les Espagnols, se retirèrent rapidement d'Espagne après une dernière résistance lors de la bataille de la Corogne en janvier 1809. L'empire de Napoléon était loin d'être en paix. Cette même année 1809, les Autrichiens lancèrent une nouvelle offensive contre la France. Tôt le matin du 10 avril, l'armée autrichienne envahit la Bavière. La première attaque autrichienne surprit les Français. Napoléon était encore à Paris lorsqu'il apprit l'invasion. Ce fut le début de la guerre de la 5e coalition. Napoléon élabora un plan pour isoler les Autrichiens et remporta une grande victoire à la bataille d'Eckmühl. Les Français pénètrent ensuite dans la ville de Vienne, capturée pour la 2e fois. Les 21 et 22 mai, la bataille d'Asper-Nessling eut lieu. Elle fut assez violente. Les bombardements continus de l'artillerie autrichienne contraignant Napoléon à retirer ses forces. Ce fut la première défaite de Napoléon dans une bataille majeure, qui suscita l'enthousiasme dans de nombreuses régions d'Europe. Elle prouva qu'il pouvait être vaincu dans une bataille. Après 6 semaines de planification, Napoléon commanda une nouvelle offensive dans la plus grande bataille de sa carrière jusqu'à présent, la bataille de Wagram. Napoléon traversa le Danube avec 172 000 hommes dans la nuit du 4 juillet et attaqua l'armée autrichienne, forte de 136 000 hommes. Les Français frappèrent la droite et le centre des forces autrichiennes. L'élan de la bataille évolua et Napoléon lança une offensive sur toute la ligne ennemie qui se divisa en deux et rendit la position autrichienne intenable. Les Autrichiens tentèrent de battre en retraite, mais ils furent poursuivis et vaincus quelques jours plus tard à la bataille de Znaïm, où ils se rendirent et demandèrent un armistice, mettant ainsi fin à la guerre. À la fin de la guerre, Napoléon rentra en France, où il se trouva confronté à un terrible dilemme. Il lui fallait un héritier pour reprendre le vaste empire qu'il avait conquis. Or, pendant toute la durée de leur mariage, sa femme Joséphine ne lui donna pas un seul enfant. Le 10 janvier 1810, Napoléon divorça de Joséphine et chercha une nouvelle épouse de noble lignée. Il trouva une belle candidate de 18 ans, Marie-Louise, duchesse de Parme et fille de l'empereur François II d'Autriche. Pour officialiser la récente alliance avec l'Autriche grâce à un lien familial, Napoléon épousa Marie-Louise le 1er avril 1810, faisant d'elle la 2e impératrice des Français. Marie se montra à la hauteur des attentes de son mari, donnant naissance à un petit garçon le 20 mars 1811, connu sous le nom de Napoléon II et recevant le titre symbolique de roi de Rome. La joie de Napoléon d'avoir un héritier fut assombrie par une nouvelle menace en provenance de l'Europe de l'Est. La noblesse russe demanda à l'empereur Alexandre Ier de rompre son alliance avec la France. Les tensions entre les deux puissances augmentèrent avec les violations russes du système continental. Napoléon fut informé que la Russie préparait une nouvelle alliance avec la Grande-Bretagne et une invasion de la Pologne. Furieux de la violation de l'accord
l'accord de paix signé à Tilsit, Napoléon élargit son armée à un total de 450 000 hommes. Ignorant les conseils contre une invasion de l'intérieur de la Russie, il se lança dans une nouvelle campagne militaire. Napoléon ayant remporté des victoires impressionnantes contre tous les adversaires qui osèrent le défier, la décision d'envahir la Russie allait entraîner des conséquences inimaginables pour l'empereur français. Napoléon Bonaparte passa une grande partie de sa vie d'adulte sur le champ de bataille, menant de nombreuses guerres consécutives et luttant pour réaliser son rêve d'établir un empire prospère et durable. Pour atteindre ses objectifs, Napoléon assujettit des royaumes et des empires dans toute l'Europe, faisant d'innombrables victimes au cours de plus de 15 ans de bataille. Mais cette fois, Napoléon et son immense armée marchèrent jusqu'au cœur du puissant empire russe. Napoléon envahit la Russie le 24 juin 1812. À sa grande surprise, il ne trouva aucune grande armée prête à l'affronter dans une bataille en race campagne. Au contraire, les troupes russes se contentèrent d'attaques occasionnelles et se retirèrent de plus en plus loin à l'intérieur du pays. La bataille de Smolensk, qui se déroula du 16 au 18 août, donna lieu à une résistance acharnée de la part des Russes. Au cours de cette bataille, l'artillerie française bombarda impitoyablement la ville de Smolensk, détruisant presque tous les bâtiments et enterrant des milliers de personnes dans les ruines fumantes. Avec plus de 15 000 victimes, ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de l'invasion. Napoléon quitta Smolensk en flammes et avança avec son armée. Mais les Russes continuèrent à battre en retraite. Ils optèrent pour la stratégie militaire de la terre brûlée, dont le but était de détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, comme les villages susceptibles d'offrir un abri ou les cultures vivrières. La nourriture se fit de plus en plus rare au fur et à mesure que l'armée française avançait en territoire russe. Les lignes de ravitaillement devaient parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre les unités de la ligne de front. Les hommes et les chevaux souffraient terriblement de faim et le temps devenait de plus en plus froid au fur et à mesure que les jours passaient. Le 7 septembre 1812 eut lieu la bataille de Borodino, l'une des plus sanglantes de l'histoire. L'armée impériale russe, commandée par le maréchal Mikhaïl Koutouzov, ordonna d'abord aux troupes russes d'avancer. Mais après avoir subi une attaque de l'artillerie française, il comprit que la situation exigeait une position défensive plutôt qu'offensive. La bataille fut extrêmement délicate. Les deux camps y perdirent des soldats à cause de l'artillerie et des mousquets. La fumée créée par les tirs de mousquets envahit la bataille. L'infanterie et les cavaliers avaient du mal à manœuvrer sur les tas de cadavres et de blessés. Ce fut un horrible massacre, même selon les critères napoléoniens. Bien que les Français aient gagné, le coût en vie humaine fut très élevé. Napoléon lui-même donna ce compte-rendu de la bataille, la plus terrible de toutes mes batailles. Les Français se sont montrés dignes de la victoire, mais les Russes se sont montrés dignes d'être invincibles. Les forces russes se retirèrent en bon ordre au sud de Moscou. Le plan initial de Koutouzov était d'attendre des renforts et de défendre Moscou, mais l'avancée rapide de l'armée française le contraint à battre en retraite au-delà de la ville. Avant l'arrivée de Napoléon, Moscou fut incendié sur ordre du gouverneur Fiodor Rostopchine. Le feu se répandit pendant des jours, laissant la ville en ruine à l'arrivée des Français épuisés. Napoléon entra dans la ville, croyant que la chute de Moscou mettrait fin à la guerre. Mais les Russes le firent attendre. En raison du manque de nourriture et d'abris adéquats contre le froid hivernal croissant, Napoléon et son armée se retirèrent de Moscou au début du mois de novembre. L'effet le plus dévastateur du froid sur les forces de Napoléon eut lieu pendant la retraite. La famine et l'hypothermie entraînèrent la perte de dizaines de milliers de soldats. Près de 10 000 hommes et chevaux moururent de froid en une seule nuit. Pour ne rien arranger, l'arrière de l'armée française affaiblie subit des attaques constantes de cavaliers cosaques, qui utilisèrent des tactiques de guérilla pour affaiblir encore davantage les forces françaises. La bataille de la Bérésina se déroula du 26 au 29 novembre. Bien qu'elle se soit soldée par une courte victoire française, elle constitua un coup défensif pour Napoléon. Celui-ci fut contraint d'accélérer son retrait de Russie, abandonnant 25 pièces d'artillerie et plusieurs chariots remplis d'armes et de fournitures pillées par les Cosaques. La campagne de Russie de Napoléon se termina sur un résultat désastreux. Sur les plus de 400 000 soldats qui s'étaient mis en marche au début de l'invasion, moins de 40 000 sont revenus sur le territoire de l'Empire français. Les Russes perdirent 150 000 soldats au combat et des milliers de civils. L'échec de l'expédition de Napoléon en Russie nourrit de nouvelles conspirations contre sa position d'empereur et sa vie. Les anciens ennemis de la France, tels que l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne, ne perdirent pas de temps et formèrent
formèrent une nouvelle alliance avec le soutien de la Suède, de l'Espagne et du Portugal. Ce fut le début de la guerre de la 6e coalition, qui commença en mars 1813. Elle est également connue en Allemagne sous le nom de guerre de libération, parce qu'elle permit enfin de supprimer le contrôle que les Français exerçaient sur les États allemands. La situation dans la péninsule ibérique était peu favorable à Napoléon. La guerre péninsulaire durait depuis 1807. Les armées britanniques, portugaises et espagnoles formèrent une union et bâtirent l'armée française du roi Joseph Bonaparte. L'affrontement est connu sous le nom de bataille de Vittoria. Bien qu'en infériorité numérique, Napoléon ne se résigna pas facilement. Il remporta plusieurs victoires importantes en Allemagne, comme la bataille de Dresde. Mais ses ennemis de plus en plus nombreux exerçaient une pression de plus en plus forte sur les forces françaises. Entre le 16 et le 19 octobre se déroula la grande bataille de Leipzig, également appelée bataille des nations, parce qu'il s'agissait du plus grand conflit des guerres napoléoniennes, avec 500 000 soldats et 2200 pièces d'artillerie. Elle fit plus de 90 000 victimes au total, ce qui en fit la plus grande bataille d'Europe avant la Première Guerre mondiale. La défaite de Leipzig fut désastreuse pour Napoléon, détruisant une deuxième armée française et portant gravement atteinte à sa réputation de génie militaire. Lorsqu'il revint à Paris à la fin de l'année, ses premiers mots en entrant au Sénat furent « Il y a un an, toute l'Europe marche contre nous ». Visiblement perturbé, Napoléon montrait des signes d'épuisement physique et mental. Sa posture autrefois altière était de plus en plus courbée et son visage avait une expression triste et morose. Certains affirmaient qu'il était devenu fou de pouvoir en rejetant les conditions de paix proposées à Francfort, selon lesquelles Napoléon resterait l'empereur des Français, mais serait réduit à ses frontières naturelles. Cela signifiait que la France pouvait conserver le contrôle de la Belgique et de la Rhénanie, mais qu'elle devait se retirer de tous les autres territoires. Le refus de Napoléon entraîna une nouvelle vague de batailles, où la coalition remporta la majorité. Le 31 mars 1814, date fatidique, les forces conjointes de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse entrèrent dans la ville de Paris, forçant les Français à se rendre et mettant fin à la 6e guerre de coalition. Alexandre Ier de Russie expliqua au Sénat français que les alliés de la coalition combattaient Napoléon et non la France, et qu'ils étaient prêts à offrir des conditions de paix honorables si Napoléon était chassé du pouvoir. Le lendemain, le Sénat adoptait l'acte de démission de l'empereur qui destituait Napoléon. N'ayant pas d'autre choix, Napoléon fut contraint d'abdiquer le trône et signa le traité de Fontainebleau le 11 avril 1814. Par ce traité, les Alliés mettaient fin au règne de Napoléon en tant qu'empereur des Français et l'envoyaient en exil sur l'île méditerranéenne d'Elbe. Napoléon obtint le droit de commander l'île et de conserver son titre d'empereur. Mais pour un homme qui avait autrefois commandé une grande partie de l'Europe, être l'empereur d'une seule île était une humiliation insupportable. Après quelques mois d'exil, Napoléon apprit que son ancienne épouse Joséphine était morte en France. Dévasté par la nouvelle, il choisit de s'enfermer dans sa chambre et refusa d'en sortir pendant 2 jours. Malheureux à l'idée de passer le reste de ses jours en exil, Napoléon réussit à rassembler 700 hommes et à s'échapper de l'île d'Elbe à bord d'un navire de guerre. Arrivé sur le territoire français, Napoléon fut intercepté par le 5e régiment, qui avait l'ordre de capturer l'ancien empereur. Napoléon s'approcha seul du régiment, descendit de cheval et lorsqu'il fut à portée de tir, cria aux soldats « Me voici, tuez votre empereur si vous le voulez ». Beaucoup de ces soldats avaient servi Napoléon pendant de nombreuses années et lui vouaient une grande admiration. En signe de dévouement, les soldats répondirent promptement « Vive l'empereur! Vive l'empereur !» Napoléon arriva à Paris le 20 mars et gouverna pendant une période connue sous le nom de gouvernement des 100 jours. La Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse menèrent une campagne de 150 000 hommes pour mettre fin à son règne, ce qui donna lieu à la guerre des 100 jours, également connue sous le nom de guerre de la 7e coalition. Au début du mois de juin, les forces armées de Napoléon comptaient 200 000 hommes et il décida d'attaquer pour ouvrir une barrière entre les armées britanniques et prussiennes qui approchaient. La rencontre des armées eut lieu le 18 juin 1815, lors de la célèbre bataille de Waterloo. La coalition fut menée par les Britanniques sous la direction d'Arthur Wellesley, mieux connu sous le nom de duc de Wellington. Les alliés de la coalition résistèrent aux attaques répétées des Français au cours de la journée jusqu'à ce que les troupes prussiennes
arrive et attaque le flanc des Français, leur infligeant de lourdes pertes. Napoléon tenta encore de lancer une dernière offensive avec des bataillons de la garde impériale française, mais les Prussiens attaquèrent le flanc droit des Français. L'armée britannique repoussa la garde impériale et écrasa définitivement les Français. Waterloo fut la dernière bataille livrée par Napoléon. À son retour à Paris, il constata que le corps législatif et le peuple s'étaient révoltés contre lui. Il abdiqua à nouveau son poste d'empereur, désormais de façon permanente, mettant ainsi fin au premier empire français. Les Britanniques exilèrent Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène dans l'océan Atlantique. Ils décidèrent également de prendre des précautions et envoyèrent une petite garnison de soldats pour empêcher toute évasion. Napoléon eut pour dernière résidence un vieux manoir appelé Longwood House, dont la situation était précaire, avec de l'humidité et des moisissures sur les murs. La santé de Napoléon se dégrada au fil des ans. Certains pensent que cela était dû en partie à l'insalubrité de sa maison. Vers février 1821, Napoléon réalisa que sa vie touchait à sa fin et chercha à se réconcilier avec l'Église catholique. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821 à Longwood House, à l'âge de 51 ans. Une autopsie ultérieure révéla que la cause du décès était un cancer de l'estomac, probablement dû à une tentative de suicide lorsque Napoléon, apprenant qu'il serait exilé à l'île d'Elbe, ingéra une pilule empoisonnée qui n'était pas assez puissante pour le tuer. Napoléon fut enterré dans un sarcophage russe en quartzite rouge. La tombe se trouve dans un complexe de bâtiments appelé les Invalides à Paris, où l'on trouve des musées et des monuments tous liés à l'histoire militaire de la France. Napoléon fut responsable de la diffusion des valeurs de la Révolution française dans d'autres pays, en particulier des réformes juridiques telles que le Code Napoléon qui mettait l'accent sur des lois clairement écrites et accessibles. Ce fut une étape importante dans le remplacement des anciennes lois féodales. Le Code est toujours en vigueur aujourd'hui, avec quelques modifications. Aujourd'hui, la vie de Napoléon est débattue par les universitaires et les hommes politiques de tous les pays. Certains le considèrent comme un homme éclairé et déterminé, d'autres le jugent mégalomane et assoiffé de pouvoir. Mais pendant une grande partie de sa vie, il a été le plus puissant du monde.